J'avais pas d'ambition de chanteuse, mais ça s'est mis dans ma tête quand même, quelque part. Midnight, not a sound from the pavement. Ouh, je vous aime, adieu. A memory. On a été numéro 1 en France pendant des mois entiers, ce qui était très rare à l'époque. Donc c'est un espèce de feu d'artifice. Peut-être que le rôle d'Esmeralda m'a poussée à devenir plus extravertie que moi je ne l'étais. Mais en fait, ça a été un bon échange, je pense, qui s'est fait d'un personnage à l'autre. I can dream of the old days. Life was beautiful then. Avec des émotions, parce que c'est ça qui compte, c'est les émotions qu'on transmet, c'est pas la grande technique. Bien sûr, j'aurais pu être cantatrice, mais j'avais envie juste de parler au cœur des gens. And soon it will be more. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait ce métier par amour, je l'ai pas fait par ego. J'ai pas fait ce métier pour être dans des paillettes. Bonsoir Hélène Ségara, ça va? Bonsoir. Bienvenue dans Click, quand même, plus de 25 ans de carrière, 28. Quel beau feu d'artifice tu as fait là. 10 albums en studio, 8 millions d'albums vendus. Est-ce que ces informations sont vraies? Je pense que ça va même un petit peu au-delà, mais... Ouais. On est à combien là? Alors, j'ai aucune notion des chiffres et surtout aucune notion des contrats. Tout a été trop vite pour que je comprenne ou que je compte. Bon, que je on va calcule. faire un grand retour en arrière, mais avant, on se fait un petit kiff. Les tubes d'Hélène Ségara. C'était écrit, mais efface tout. Dites-moi juste oui, je m'en remets à vous. Ouh, je vous aime, adieu. Tu l'aimes au point sûrement d'avoir au cœur un incendie qui s'éternise. Et pour elle, jour après jour, quand ces accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour. Et on mieux qu'un enfant normal. Trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Et moi, évidemment, je t'aime à mes dépens. Il y a trop de gens qui t'aiment. Pourquoi vous dites la tristesse? Parce que je trouve que j'avais une expression un peu triste. C'est curieux parce que je pense pas que je l'étais, mais c'est ce qui ressort de ces images pour moi. Ça donne quoi maintenant si vous chantez Trop de gens qui t'aiment? Ça donne une Madeleine de Proust, donc Ouais. forcément quelque chose de plus solaire. Plus heureux? Oui, Vous pouvez me le faire ou c'est trop de gens qui traînent. trop de gens qui traînent? C'est Touchon qui m'avait dit ça. C'est bien, hein, ton trop de gens qui traînent. Trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Je sors d'un Covid, alors je te raconte pas, la voix, elle est pas encore. Ah, au c'est top. pas mal quand même. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas le Covid et qui ont besoin d'autotune. 25 ans de carrière, vous préparez un album de duo et de vos tubes revisités avec d'autres artistes pour 2024. Mhm. Concert symphonique qui est prévu à la salle Playel le 21 décembre 2024. Ouais. Vous êtes également en tournée avec le spectacle Les Comédies Musicales jusqu'en 2025 et au théâtre Mogador le 9 décembre 2024. Un best-of des plus grands titres de comédie musicale de ces dernières années, des 10 commandements à Notre-Dame de Paris. On regarde un extrait. Vivre pour celui qu'on aime. Aimer plus que l'homme. Donner sans rien attendre en retour. Aimer comme la nuit aime le jour. Aimer jusqu'à mourir d'amour. Qu'est-ce qui se passe, Hélène Ségara? À chaque fois que vous voyez des images, il y a un... J'aime pas me regarder. Mais pourquoi? Je crois que il y a eu plein d'événements qui ont fait que j'ai eu beaucoup de mal à me regarder après. Bon, on va remonter dans le temps, d'accord? Mhm. Vous êtes née à Sifour-les-Plages dans le Var. Oui. Hélène Aurore Alice Rizzo.
Oui, Rizzo. Rizzo. Vos parents avaient choisi comme prénom Fanny, mais votre grand-père, c'était un joueur de pétanque aguerri. Mon père. Votre père, Tu sais ce que c'est faire Fanny dans le Sud? c'est perdre. À la pétanque, c'est faire, je crois que c'est, non, c'est faire kiff-kiff, quoi, tu vois, donc... C'est perdre sans marquer un Ah seul oui, point. t'as raison, c'est sans marquer un seul point. Pour une fois que j'ai une bonne info. Oh, dis donc, oui. Eh, T'es incroyable. bouliste ou quoi? Presque. Votre père est d'origine italienne, famille de paysans, mère franco-arménienne. Mais un père intellectuel, quand même, Ouais. qui a fait une maîtrise de lettres, de philo, un intellectuel, né à la campagne, Et qui voulait chanter aussi. ouais, qui était passionné d'opéra. Qu'est-ce qui vous a transmis? Alors, dans ma famille, il n'y a personne qui était chanteur, mais par contre, chanter, ça faisait partie d'une tradition familiale à chaque dimanche. Tu vois, on faisait nos repas où on était super nombreux, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, et ça finissait toujours, chacun poussait sa chansonnette, mais mon père, il fumait comme un pompier. Donc, au fil des années, tu sais, il avait fumé des gitanes sans filtre toute sa vie, et il n'arrivait plus à mettre une note d'opéra dedans. Donc, on l'avait, tu sais, c'était le barde. C'était Assurance Tourix. On faisait tout pour qu'il se taise, le pauvre. Et en fait, à chaque fois que je chantais, mon père, il se projetait complètement, quoi. Et vous dites que vous n'aviez pas une enfance très heureuse. Non, c'est vrai. Alors, c'est pas du tout parce qu'on était une famille plus que modeste. Hein. C'est ça. J'avais des grands-parents extraordinaires, mais mes parents ont divorcé très tôt. Ma mère s'est remariée et c'était pas évident. Et la vie a été dure. Sincèrement, la vie a été dure, ouais. Vous aviez 8 ans à l'époque du divorce? Ouais, j'avais 8 ans. Alors, je pense que le divorce, à la limite, il vaut mieux grandir avec des parents séparés qu'avec des parents qui se déchirent. Hein, mais disons que c'était plutôt le remariage qui a été compliqué, quoi. Pourquoi c'était compliqué? Parce que c'était un homme, on va le résumer très vite, qui est mort à 40 ans d'une cirrhose du foie, voilà, tout simplement. Donc moi, à 14-15 ans, je me suis enfuie de chez moi et j'ai commencé à naviguer seule, quoi. Et c'est quoi de vivre 6 ans avec un beau-père alcoolique? C'est grandir très vite. C'est grandir très vite. C'est apprendre à se protéger toute seule. C'est aussi... Alors, c'est marrant parce que je donnais déjà le change. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais pas du tout ce que tu peux imaginer. J'étais une fille très rigolote, mais aussi une grande bagarreuse. C'est-à-dire que tout ce mal-être que j'avais et que je dissimulais aux autres. Par contre, dès que quelqu'un me cherchait un peu, je faisais des compètes de handball tous les mercredis et ça se finissait toujours en baston parce qu'il fallait toujours que dès que quelqu'un m'embête, que j'aille lui en coller une. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, quand je vois la douceur qui m'anime et la tendresse que j'ai pour les gens, je me dis, mais à l'époque, je crois que dans mon école, il n'y en a pas un que j'ai pas emplâtré, quoi. Tu vois, On parle pas assez des conséquences de l'alcoolisme sur les enfants. Oui, bien sûr. On n'en parle pas assez. Déjà, l'alcoolisme, si on veut avancer avec l'alcoolisme, il faut qu'il y ait une acceptation. C'est-à-dire là, il y avait un déni total. Sauf qu'un déni total, quand on meurt à 40 ans de ça, je crois que le déni, il est pas possible, il est impossible. Moi, c'est vrai que ce que je te disais, c'est que j'ai grandi très vite. Et c'est aussi pour ça que je ne bois pas une goutte d'alcool aujourd'hui. Parce que j'ai vu les dégâts. C'est-à-dire que je pense que la personne la plus délicate au monde peut devenir une personne tout à fait différente. Tu vois ? La musique, elle est entrée très tôt dans votre vie. Un jour, vous découvrez cette personne. Barbra Streisand. C'est Juliette. Oui. En fait, alors c'est pas la première que j'ai découverte parce que moi, mon père avait un très jeune frère qui s'appelait André. Et mon oncle André, contrairement à mon père qui écoutait de l'opéra, ma mère qui écoutait Aznavour, mon oncle, c'était, lui, les Beatles, et c'était Queen et Police. Et moi, ma plus grande révélation musicale à l'époque, c'était Queen, parce que Freddie Mercury me scotchait et que j'aimais leurs chansons. La voix, ah ouais. La moustache, Puis c'était vraiment c'était vraiment une voix, quoi. Tu vois, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et si tu veux, j'avais pas encore de modèle féminin à l'époque. Et quand j'écoutais cette femme, je me rendais compte quand même que sa voix était d'une précision. Et pourtant, je n'avais pas de notion de musique. J'avais sans doute une oreille musicale, puisqu'aujourd'hui, je suis capable d'attaquer des morceaux qui ne sont pas en sachant ma tona. Mais votre tona, c'est votre tonalité. Ouais, c'était ma tonalité, ouais, merci. Mais si tu veux, moi, j'avais envie de faire de la chanson, mais j'avais une famille qui n'avait pas du tout les moyens de me payer des cours. Et ma seule manière parce que je cherchais du travail, je cherchais à chanter dans les endroits. Ma seule manière d'éduquer mon oreille, ça a été elle. Et donc j'écoutais et j'essayais de reproduire. Ouais. Parce que c'est une école assez précise, Barbra Streisand. C'est l'école des grandes voix. Je prétends pas avoir le niveau de Barbra Streisand. Et en plus, c'est un timbre unique, mais pas
Par contre, c'est une des premières qui a montré qu'on pouvait envoyer la voix, avoir de la puissance sans pour autant crier. Et ça, c'est très important, je trouve. Comment vous faites avec votre voix? Est-ce que vous pouvez me faire une démonstration? Si là, quelqu'un nous regarde et veut savoir comment chanter, c'est quoi les bases de... Déjà, comment respirer? La respiration, ouais, puisque en fait, il faut imaginer que nos cordes vocales, c'est une flûte. Et pour que cette flûte, elle fasse un son, il faut envoyer de l'air. Donc, en fait, j'ai mis très longtemps à le comprendre que l'air, il devait partir de là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la voix, c'est quelque chose d'aussi imprécis. Et que si on a une émotion, si on a le cœur qui bat vite, on peut foirer des notes. Et que c'est pas un instrument qui est exact, quoi. Mais comment on fait? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Un tuto. Un tuto. Dis-moi une chanson que tu aimes. N'importe. Trop de gens qui t'aiment. Non, justement, c'est amusant. Tu vois, on disait Freddie Mercury. Show must go on, show must go on, yeah, yeah, yeah. Oh, inside my heart is breaking, but it's no, 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 making to be free. Et lui, il allait, il pouvait monter, si tu veux. Pourquoi on a eu une réverb chelou, là? Ouais, c'est bizarre, je me suis noyée tout à coup, mais c'était bien d'avoir un peu de réverb, mais là... Non, Trop de gens qui t'aiment pour rester dans mon répertoire. En fait, cette chanson, elle appelle à la subtilité. Je crois que là, l'exemple de Freddie, c'était pas l'idéal, mais Trop de gens qui t'aiment, je trouve que si c'est une chanson... Moi, c'est une de mes chansons préférées. C'est vrai? À chaque fois, je l'envoie en vanne à des gens. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu le vois pas. Ouais, mais une de mes vannes préférées. Elle touche tout le monde. Et tu sais que c'est du sur-mesure, cette chanson, parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que j'étais totalement transparente. Et quelqu'un qui a dîné avec moi a écrit ce texte... Tu sais, quand tu regardes autour de toi, et moi à l'époque j'étais plutôt réservée, timide, et je savais pas comment exister, et je me sentais totalement incolore, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que cette chanson est née. Après, on l'a orientée. C'est quelqu'un que vous avez friendzoné, qui vous aimait, et il était dans la friendzone, il n'arrivait pas à revenir, et il a écrit « Il y a trop de gens qui t'aiment et tu le vois pas ». C'est quoi l'histoire? L'histoire, non, c'est un auteur qui dîne avec moi et qui voit que je suis encore jeune à l'époque et que je suis quelqu'un qui a des opinions mais qui ne prend pas forcément la parole, je manque de confiance en moi, je suis plutôt réservée, timide, j'observe beaucoup, mais voilà. Et surtout, j'ai du mal à m'aimer et donc je reste en retrait. Et de là, il va adapter ça à une histoire amoureuse que je n'ai pas vraiment vécue, mais... d'une personne qui est là, qui regarde tout comme ça d'un œil extérieur et qui dit je te regarde parler avec les gens, tu me sembles si léger, même transparent. Je regarde passer les jours, la vie en me disant je ne cherche pas l'amour, je m'y attends. Et en fait, c'est une personne qui était un peu comme moi à ce moment-là, c'est-à-dire d'un seul coup qui n'a pas compris qu'elle ne doit pas rester le témoin de sa vie. Si elle veut qu'il se passe des choses, il faut qu'elle devienne l'architecte de sa vie. Mais il y a tellement de gens en galère qui se sont reconnus dans cette chanson. Mais oui, tellement. Mais oui. Mais de toute façon, c'est une chanson qui touche tout le monde, aussi bien les filles que les garçons. Mais oui. Et je peux te dire qu'il y a même des rappeurs qui m'ont dit que ça faisait partie des chansons, de leurs chansons préférées. Bah oui. Ouais. Attends, qui n'a pas été dans la friendzone? Ouais. Quel rappeur? Un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps pour me le dire. Je ne sais pas si j'ai le droit de le révéler. Évidemment. Un rappeur qui s'appelle Dino. Ah bah oui, Dinos. Ouais, Dinos. Oui. Un rappeur qui s'appelle Dinos, que je trouve très solaire et qui, je pense, il a aussi cet ADN de sensibilité dans ses textes. C'est important pour lui. Le fond est important. Mais après, j'ai rencontré d'autres rappeurs comme Spring Noir, avec vraiment des gens avec qui j'ai eu des discussions et je les trouve qui sont profonds, qui sont habités. Et c'est hyper intéressant pour moi parce que c'est pas mon univers. Et pourtant, tout à coup, grâce à la musique, nos univers se rencontrent. Mais vous avez conscience d'être une star ou pas du tout? Alors, j'aime pas ce mot. J'ai conscience que je suis toujours là, et ça, j'en suis reconnaissante. Et Dieu sait que je reviens de loin. Mais une star, non, c'est pas le mot. Par contre, c'est drôle. Vous faites partie du cœur des Français. Alors ça, c'est vrai. Et ça, je le prends comme un cadeau. Mais ce mot-là, je le ressens plus à l'étranger. C'est-à-dire que moi, tu sais, je chante en 10 langues, je chante en arabe et tout ça. Et quand j'arrive dans ces pays-là, j'ai le journal télévisé qui attend déjà. Je descends de l'avion, ils sont là, ils me suivent partout, c'est l'événement. Moi, j'en reviens pas à chaque fois, tu vois. À l'époque, j'allais dans les pays de l'Est aussi, Ukraine, Russie, dans une époque pacifique. Et c'était pareil. Et donc, en fait, il y a que quand j'allais là-bas, je me disais, wow, ils sont excités quand même, ils sont chauds, quoi, tu vois. Vous avez même chanté Ave Maria dans un pays arabe. Dans plusieurs pays arabes. Et ça s'est bien c'était passé. mon désir.
Oui, c'était mon désir. Justement, d'abord parce que moi, je me suis intéressée. Moi, j'ai la foi, mais je me suis intéressée très jeune à tous les courants spirituels et je me suis demandé pourquoi les gens se combattent au nom de la foi. Je ne peux pas comprendre ça. La religion, ça doit relier les hommes entre eux, pas les diviser. Mais je crois que c'est l'impact politique qui a été mis dans la religion qui crée ces clivages. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des amis de toutes les religions, de toutes les origines. Et je trouve que, je disais aujourd'hui justement à quelqu'un que je trouve que la cuisine, la gastronomie, puisque c'est une de mes passions, et la musique sont encore deux domaines où on est libre et où on n'a pas de frontières et qu'on efface toutes les différences. Et j'espère qu'on va garder cette liberté. Mais c'est vrai que... Ah, moi aussi, vous savez, si j'ai de la musique et une bonne chanson, je suis heureux. Hein. Et un bon repas aussi. Attendez. Mais oui, je pense que c'est le b.a.-ba pour créer une relation, une amitié. La cuisine, la musique, c'est la convivialité, c'est le partage. Et moi, quand je suis arrivée dans ces pays-là, dans des pays musulmans, j'avais compris et j'avais suffisamment étudié pour me dire bon, j'ai envie de chanter un Ave Maria qui dit « Fais tomber les barrières entre nous, qui sommes tous des frères ». Et j'avais envie de dire, je le dis d'ailleurs, je me rappelle à Carthage, il y avait 15 000 personnes et j'ai expliqué avant et j'ai dit « Voilà, peu importe le nom qu'on lui donne, que ce soit Marie, Fatima, Myriam, elle a toujours été là. Et c'est elle, c'est la mère. » Et quand j'ai attaqué ma chanson, je me suis mis à genoux devant le public. Et il y a 15 000 lumières qui se sont allumées dans un pays musulman. Et je pense qu'il faut retenir ça. Et j'ai été chanter en Algérie. Je suis une des rares chanteuses qui a chanté en Algérie. J'ai eu à cœur d'apprendre de chanter en arabe. Parce que dans chaque pays où je vais, je veux pouvoir chanter dans la langue et avoir ce partage. Et justement, effacer la moindre de nos différences. Et quand j'ai chanté en Algérie, j'ai chanté une chanson qui s'appelle « Quel est ton nom ?» que j'ai écrite sur justement toutes ces choses qui nous opposent et qu'on est en train de monter de plus en plus. Et le début, l'introduction de cette chanson, la réalisation, on avait décidé de mettre des cloches d'église, des chants de toutes les religions, le home, un chant rabbin, et on a finissé par un Allah Warba. Et si tu veux, quand il y a eu 2-3 trucs, ça allait, mais il y a eu des moments où j'ai senti que c'était tendu, et j'ai expliqué que cette chanson, c'était un vrai message de paix et de foi et d'espoir surtout. Parce qu'il ne faut pas... Il faut pas qu'on aille vers cette direction... Enfin, je crois qu'on est en train de se détruire juste parce que on crée de plus en plus de clivages on nous oppose de plus en plus pour tout et pour rien. Et moi, justement, quand je chante, c'est pour rassembler. C'est quand la dernière fois où vous avez eu vraiment besoin de Dieu et il a été là pour vous? C'est beau comme question. Tu sais qu'on ne m'a jamais posé cette question. Je crois qu'il ne m'a pas quittée depuis très longtemps. Alors Dieu, je ne le vois pas, je ne le trouve pas dans une église ou dans une mosquée ou dans une synagogue. Ce n'est pas là que je vais le chercher, c'est dans mon cœur et c'est dans l'amour que je donne aux autres et dans l'amour que je reçois et dans chaque petit signe d'amour autour de moi. Mais je n'ai pas souvent été désespérée dans ma vie et j'ai prié beaucoup pour les autres, mais je prie rarement pour moi. Mais il y a eu quand même une fois, il n'y a pas très longtemps, où j'ai eu quelqu'un près de moi qui a été vraiment en danger et j'ai prié. Je pense que je suis restée une nuit à genoux et où j'ai supplié. Et j'ai été entendue. Et vous avez eu pas mal de galères de santé. Ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, je n'ai pas envie de revenir dessus. Tu sais, je me suis exprimée il n'y a pas longtemps parce que, justement, j'en avais assez d'entendre et de lire tout et n'importe quoi. Pour te donner un exemple, et si je réponds quand même à ta question indirectement, c'est parce qu'on se connaît et que j'ai confiance en toi. Mais je sais comment, après, les choses sont récupérées, déformées, et les échos qui sont faits autour. Mais pour te donner un exemple, dans le mois qui vient de s'écouler, il y a eu 5 couvertures de magazines où on a dit que j'avais été hospitalisée dans un état grave. Je n'ai pas été à l'hôpital depuis des mois. Donc, si tu veux, pour moi, c'est presque une forme de harcèlement. D'abord parce que ça inquiète beaucoup mes proches à chaque fois, qui croient que je leur cache parce que je ne veux pas les inquiéter. Et deuxièmement, ça inquiète mon public. Et surtout, aussi parce que ça vient nuire à mon travail. C'est-à-dire que quoi qu'il me soit arrivé, j'ai été une battante. Je me suis relevée et j'ai gardé le sourire et je suis remontée sur scène. Tu vois, et quand tu montes ces images, je remonte sur scène au Dôme de Paris,
c'est juste pour montrer que je continue à croire en mes rêves et à garder mon sourire et la foi, tout simplement. Tout va bien grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce à l'amour et oui, j'espère. Je vous propose un voyage dans le temps en 1993, premier titre, Loin. Oh la vache. Une petite nouvelle qui arrive de Toulon. Elena Segara, première émission de télévision, ça s'appelle Loin. Mais quand nos deux corps se déchirent, se font la guerre, comment te dire loin, loin, loin. Je me sens loin, si loin de nous. J'ai marre comme un enfant qui comprend tout. Loin, loin, je me sens loin, si loin, j'avoue. J'étais pétrifiée. Je note ce petit brushing sympatoche. J'ai cru que vous alliez me dire que j'étais complètement pété. Non. Non, pétrifié. Ouais, j'étais pétrifiée. Alors là, ça fait partie de la période où je suis arrivée à Paris, où j'étais en galère. Je vivais dans 15 mètres carrés avec mon fils, près de l'avenue de Clichy, rue Raphaël. Sofroy. Ouais, avec Rafou. Et j'étais seule avec lui, j'avais aucune aide. Et je commençais à faire de la musique avec des gens. Et cette chanson a été la première. Et c'est merveilleux parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas du tout connue, j'avais aucun avenir qui était dessiné. Et j'ai rencontré un monsieur qui a ouvert un restaurant éthiopien à côté de chez moi, dans le petit studio où je vivais avec mon fils. Et ce monsieur nous a aidés. Et nous a aidés parce qu'il a compris que malgré ma dignité, on galérait grave. Et il a fait manger mon fils beaucoup de fois. Il a été un ange gardien pour moi, il s'appelle Salomon. Et j'étais mangée chez lui il y a 3 jours, tu vois, et ça reste mon ange et je l'aime profondément. Et... Ce qui est dingue, c'est qu'on ne mesure pas, quand on voit votre notoriété, tous les succès, la carrière, à quel point vous avez mangé votre pain noir, toutes les galères que vous avez traversées. Et la vie, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont dit beaucoup mieux de moi. Hein. La vie, c'est une vallée de larmes et une vallée de roses. Mais je pense que, très honnêtement, on ne peut pas atteindre les hauteurs si on n'a pas d'abord démarré par le bas de la montagne. Je crois que pour voir les étoiles, il faut un peu d'obscurité quand même. Donc, et pour se connaître aussi, pour se découvrir. Et moi, je n'ai pas l'impression... je sais que j'ai vraiment vécu des choses hardcore. Et quand je regarde dans le rétro, je me dis, waouh, finalement, je suis plutôt fière, quoi. Tu vois, oui, vous pouvez être fière. Ouais. Mais je crois qu'il y a plusieurs choses importantes. C'est rester authentique, ne pas perdre la mémoire, de savoir d'où on vient, donc ne regarder personne de haut, et ça, je ne l'ai jamais fait. Et aussi être reconnaissant et ne pas cesser de s'émerveiller. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qui me rendent hyper vivante. C'est que j'ai jamais cessé de m'émerveiller. Je me rappelle, au tout début, quand j'ai commencé à avoir des problèmes aux yeux, je suis partie pour mon travail, là où il y a les Victoria Falls en Afrique. Et que ce jour-là, on m'a dit « Tu veux monter en hélicoptère, voir les chutes ?» Et je suis montée, c'était d'une beauté à couper le souffle. Et j'ai pleuré, et je me suis dit « J'ai tellement de chance de voir ça. » Et tu sais, je me dis toujours, avant l'âge de 21 ans, donc je venais d'une famille, d'un milieu très modeste, je n'étais jamais montée dans un avion, on n'allait pas au restaurant parce qu'on n'avait pas les moyens, etc. Pour moi, là, aujourd'hui, on va dans un restaurant, toi et moi, on va manger un truc qui est super bon. Ben, moi, j'ai 4 ans, quoi. Je suis heureuse. Ça moi, suffit. Je suis pareil, hein. Je suis trop content. Mais c'est la clé du bonheur. Oui. C'est la clé du bonheur. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup et qui ne s'en rendent pas compte et qui sont des éternels insatisfaits et qui ne sont jamais heureux. Et il y a des gens qui ont très peu, qui n'ont presque rien, d'ailleurs. Et je l'ai vu parce que j'ai fait beaucoup de voyages humanitaires, que ce soit au Laos, que ce soit dans le désert près de l'Algérie, etc. Et à chaque fois que j'ai fait des voyages, dans la jungle du Laos, ils n'avaient jamais vu une personne non asiatique, une occidentale, etc. Je suis retrouvée avec des personnes qui n'avaient rien et qui donnaient tout. J'ai dormi chez l'habitant, j'ai voyagé à dos d'éléphant, j'ai vécu des expériences qui m'ont remis... je n'avais pas besoin de remettre les pieds sur terre, mais qui n'ont fait que maintenir, de me dire, mais on n'a pas besoin de posséder, on a juste besoin d'être. En tout cas, moi, il y a une expérience que je vous conseille, c'est de cliquer sur les réseaux d'Hélène Ségara. C'est ça, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Hélène Ségara. Quelqu'un a une vanne? On ne dit pas Hélène Ségara, mais Hélène s'est perdue. C'est nul! Ouais, merci. Faut pas rester là, madame. Sur vos réseaux, Hélène, on plonge dans votre quotidien. Un quotidien que vous nous faites partager, même pendant vos raccords maquillage. C'est plus des stories, c'est des tutos make-up.
C'est incroyable. D'ailleurs, vous prodiguez aussi des conseils pharma, avec une passion un peu chelou. J'ai toujours des suppositoires. Le suppo est passé de mode, mais je trouve qu'il est d'une efficacité très très redoutable. Hélène, vos chansons ont accompagné beaucoup de Français, et de Belges aussi. Vous avez des idoles? Ouais, ça allait de Hélène Ségara à Hélène Ségara. Chez qui vous vous incrustez en détente. Coucou. Mais non, c'est pas possible. La vie, c'est fou, quoi. En même temps, tout le monde reprend vos chansons. Et il y en a qui sont vraiment trop fans. J'ai fait un rêve érotique avec Hélène Ségara. Une artiste appréciée et reconnue, sauf pour quelques techniciens qui vous confondent avec une chaise vide. C'est Hélène Ségara que nous avons le bonheur de recevoir au micro des chansons de ma vie sur Radio J. Mais allez, c'est pas grave Hélène, puisqu'on vous le dit, tout le monde vous aime, même des gens auxquels on penserait pas direct. Y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Quand on vous disait que tout le monde vous aimait. Ils étaient à Los Angeles. Évidemment. Et on embrasse toute l'équipe des Misérables. Ouais. Life is good.